On est prêt. Eh bien, bonjour à tous et merci de venir sur ce Rex, sur le sujet Quarkus, Angular et GraphQL. Donc, je vous ai mis un petit lien en bas, c'est une application que j'ai développée et qui permet d'illustrer tout ce qu'on va se dire dans cette conversation. Donc, ça va être à la fois une illustration d'une implémentation technique et en même temps, vous allez voir, c'est sur un thème que vous avez forcément bien vu puisque c'est sur les talks de Volcamp. Pour commencer, je me présente, donc je m'appelle Samuel Morel, je suis solution architecte et nouvellement directeur technique de l'agence de Soprasteria à Clermont-Ferrand. Dans ma carrière, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait du cloud, j'ai fait de la sécurité, beaucoup de développement forcément aussi, pas mal de formations, mais je me suis dit que pour me présenter, j'allais faire quelque chose d'un peu plus différenciant. Je vais vous présenter une liste de choses que j'aime bien et que j'aime pas. Ça me caractérise bien. Faire des listes, déjà, vous verrez, ça me caractérise bien. La première chose, c'est la nouveauté. Je suis quelqu'un qui est très fan de nouveautés. Alors, je suis tout ce qui est autour de la tech, que ce soit sur du hardware, du software, du tooling, n'importe quoi. J'aime bien savoir tout ce qui se passe. Et je suis persuadé que quand on suit l'actualité technique, on est plus en mesure de mettre en place le bon outil au bon moment et dans le bon cas. Autre chose qui me caractérise, c'est que j'aime bien gagner du temps. Gagner du temps via de l'automation. Alors c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple tout ce qui est raccourci clavier, je suis grand fan. Petit script sur mon PC est forcément pas mal aussi. Mais aussi des choses un peu plus appliquées, comme tout ce qui est CI/CD, industrialisation et automation. Pour ceux qui m'ont déjà côtoyé, je pense que vous l'avez remarqué, je suis un tout petit peu toqué. J'aime bien quand tout est carré, quand tout est propre, que ce soit dans mon code, dans l'organisation de mes fichiers, de n'importe quoi, dans mon bureau. J'aime bien quand il n'y a rien qui dépasse. Et finalement, ça fait partie de mes traits de caractère. Depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la partie sécurité applicative, donc je me renseigne sur forcément l'actualité, encore une fois. J'aime bien essayer d'instiller un, un mindset un peu sur la sécurité pour que dans les différents projets, on ait toujours en tête la partie sécurité. Et plus on y pense souvent, plus ça devient un automatisme et plus on est bon finalement en sécurité. Et le dernier point, c'est les vélos. Alors ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, mais je fais du vélo de descente et du skatepark, donc voilà, je voulais faire apparaître aussi ma passion. Ça paraît assez logique. Dans les choses que je n'aime pas, par contre, les choses inutiles. Alors je vais enfoncer un peu une porte ouverte, hein. Ce que je mets là-dedans, c'est tout ce qui est perte de temps. Perte de temps parce que discussion inutile, parce qu'on fait 10 fois les mêmes choses pour rien, parce qu'on a un code qui n'est pas documenté, on galère à trouver le truc. Ça peut être plein de choses. Tous ces trucs-là, c'est des choses que j'essaie d'éviter au maximum. Et quand j'arrive sur un projet ou une mission ou n'importe quoi, en général, ça correspond à peu près à ce que je commence à faire. Ensuite, pour les deux prochains points, je vais prendre ma plus belle casquette Miss France. Et je vais vous dire que je n'aime pas la mauvaise foi et l'injustice. Voilà. Alors concrètement, ça veut dire que moi j'essaye d'appliquer l'inverse, j'essaye d'être de bonne foi, d'écouter les différents points de vue et de me faire une opinion qui est le plus juste possible pour avoir un jugement qui a, pour moi, en tout cas, une valeur plus importante. Et le dernier point, encore une fois, qui sort de nulle part, c'est le poisson. J'aime pas le poisson. À manger, après quand ils sont dans l'eau et tout, ça me pose pas de problème, hein. Ils font leur vie, ça me gêne pas. Mais j'aime pas manger du poisson. Voilà, maintenant qu'on a bien perdu du temps là-dessus, on va pouvoir passer au vrai sujet pour lequel on est là, donc la partie Rex sur ce projet. Donc l'objectif, c'est de vous partager les différentes étapes et les critères de décision qu'on a eu dans ce projet-là et les difficultés qu'on a rencontrées et comment on a pu les surpasser ou pas. Des fois, vous verrez, ça a été un peu compliqué. L'application qu'on voulait construire, c'était un référentiel. Donc un référentiel de données avec des données fortement liées, avec quelques contraintes qui sont assez génériques, mais qui s'appliquent notamment sur un référentiel. Il faut que l'application soit rapide. Une application qui ne sert pas une réponse en moins de 2 secondes, euh, personne ne l'utilise. Que ce soit parce que ça va être trop long, donc on a une autre alternative, parce que ça va planter toutes les requêtes qui arrivent. Donc voilà, il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit flexible. On va avoir plein de types de clients différents. On va se placer au milieu d'un écosystème. Donc il faut qu'on puisse répondre à plein de types de clients différents. On en reparlera tout à l'heure. Dans ce cas-là, on a plein de clients différents. Et il faut qu'on puisse aussi scaler, parce qu'on va potentiellement avoir de plus en plus d'applications qui viendront utiliser ce référentiel et évoluer facilement sans tout casser à chaque fois qu'on fait une évol. J'ai oublié de faire ça. Et le troisième point, c'est avoir une application qui est robuste. Comme on fait un référentiel, on a besoin d'avoir une cohérence dans les données, de la haute disponibilité et de la traçabilité. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique pour un référentiel, mais qu'il faut prendre en compte dans la mise en place de cette application-là. Donc un petit schéma d'archi, entre guillemets. Ça va être très simple. Sur notre application, on va avoir
une partie référentielle, on sait déjà qu'on a des choix qui sont préguidés. Dans cette entreprise, on a des compétences d'équipe et d'entreprise qui font que quand on fait du back-end, la majorité du temps, on fait du Java. Quand on fait du front, on va plutôt faire du TypeScript Angular. Donc ça, c'était des choix qui étaient préguidés. Et un autre choix sur lequel on ne s'est vraiment pas posé la question, c'est l'hébergement, puisque l'entreprise dans laquelle ce projet a eu lieu a une équipe qui fait du conteneur as a service aux petits oignons. Donc pas de question à se poser, ça va se passer super bien sur du cube, donc on héberge ça sur du cube. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir plein de types de clients différents. On va avoir, nous, un front, comme je vous le disais, en Angular TypeScript. On va avoir d'autres microservices qui serviront de connecteurs et qui permettront d'aller chercher des données dans des sources de données différentes. Et on va avoir plein de consumers d'API. Et tous ces consumers-là, ça peut être plein de types différents. Ça peut être des applis mobiles, donc on peut retrouver de l'Android avec du Kotlin, du Swift avec de l'iOS, on peut retrouver du Python, on peut retrouver des consumers Java, donc pour faire de l'API API, on peut retrouver des fronts, différents types, ça peut être de l'Angular, ça peut être n'importe quel type de framework ou de lib JavaScript. Et finalement, on va avoir plein de types de clients différents qui vont devoir se connecter. On sait déjà que la base de données, ça va être une base de données relationnelle. On est sur des données relationnelles, il y a peu de questions à se poser. On va essayer de garder l'acidité, donc acide pour ceux qui auraient oublié leur cours. Ça veut dire, et je lis parce que je l'ai oublié, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on attend pour un référentiel. Donc les questions qui vont nous rester finalement et qu'on va aborder dans ce talk, ça va être quel framework, quelle librairie on va utiliser pour les différents composants, comment on va architecturer notre référentiel, est-ce qu'on va faire du microservice en découpant ressource par ressource, ou est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle un microservice. C'est-à-dire que ce n'est pas un microservice, ce n'est pas vraiment un monolithe, mais on va quand même regrouper un peu ça dans un rôle fonctionnel plus que par entité. Et ensuite, comment on va faire communiquer? Est-ce qu'on va faire du REST? Est-ce qu'on va faire du GraphQL? Est-ce qu'on va faire du... Non, on va pas faire du SOAP, ça on le sait déjà. Ensuite, vous allez me dire, REST, je vois bien à peu près à quoi ça ressemble, hein, on l'utilise très souvent, mais GraphQL un peu moins. Donc je vais vous refaire un petit résumé de qu'est-ce que c'est que REST. Donc REST, ça veut dire Representational State Transfer. Ça a été créé par Roy Felding. Donc c'est un gars qui a fait 2-3 autres trucs, genre protocole HTTP, cofondateur du projet Apache, donc REST. Voilà, fait partie des noms en général, ça revient régulièrement. C'est un style d'architecture, c'est pas un protocole, et on le qualifie souvent comme successeur de SOAP, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque c'est plutôt, on va dire, une alternative à SOAP. Ça reste finalement pour les mêmes usages, mais une approche un peu différente. Déjà, REST, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est basé sur le protocole HTTP le plus près possible. Donc ça veut dire qu'on va avoir nos status codes, donc en gros erreur client, non pardon, retour client OK quand on a des 200, 300 en redirection, 400 erreurs client, 500 erreurs serveur. Donc tout ça c'est quelque chose d'assez standard et on va utiliser les verbes HTTP. Get pour récupérer de la donnée, post, put, patch pour pousser de la donnée et delete pour supprimer. Du coup ça permet de s'appuyer sur le protocole finalement pour traiter des ressources. Autre chose à noter, c'est que c'est un style d'architecture qui nécessite d'être stateless. Stateless, ça veut dire qu'on ne garde aucune trace, on ne garde pas d'état du client côté serveur. Ça veut dire que si vous avez 2 appels, il y aura une authentification qui sera faite 2 fois. Un point à noter, c'est la partie resource-based. Donc ça veut dire qu'on va essayer de découper plutôt en ressources, et ça nous permet d'avoir plein de endpoints différents, et donc de scaler assez facilement. L'avantage aussi d'avoir plein de endpoints, c'est qu'on va pouvoir faire de la ségrégation de données. Et aussi pour la partie sécurité, c'est très important de pouvoir se dire qu'on va aller sécuriser les différents endpoints en fonction de ce qu'on va aller chercher. On a une approche qui est compatible avec les différents media types. Quand on fait du RESTful, donc on va vraiment au bout de la notion REST, potentiellement on peut avoir plein de types d'entrées différents et plein de types de sorties différents. Et finalement le client commande qu'est-ce qu'il veut recevoir. Alors des fois, le serveur il va pas forcément être d'accord. Si je lui envoie du XML, moi je sais que si c'est une API que j'ai développée, ça marchera pas. J'aime pas le XML. Et toujours pareil, dans la partie RESTful, il y a la partie self-descriptive. Donc en gros, les ressources doivent se décrire elles-mêmes. Donc on n'est pas obligé de connaître l'API à l'avance pour pouvoir l'interroger. Alors quand on parle de machine, la majorité du temps, c'est pas le cas. Mais quand on parle d'être humain, ça veut dire qu'on peut potentiellement juste suivre des liens au fur et à mesure.
Et comme je vous disais tout à l'heure, le fait que ce soit basé sur les ressources, bah, ça fait quelque chose ça fait un style d'architecture qui est très bien adapté pour faire des microservices, puisqu'on va avoir un microservice, un endpoint REST. Enfin, plusieurs endpoint REST, mais voilà. Concernant GraphQL, alors déjà c'est une spécification. GraphQL, pour refaire un peu d'histoire, ça a été créé par Facebook en 2012. Donc ils l'ont utilisé dès 2012, mais ça a été open sourcé qu'en 2015. Et en fait, Facebook, ils ont fourni une spécification et une implémentation de référence en JS, parce qu'ils font beaucoup de JS. Et maintenant, il y a une fondation qui a été créée, donc la GraphQL Foundation, et qui est hostée par la Linux Foundation. Et quand on parle de GraphQL, donc c'est une spécification. Dans cette spécification, on définit qu'il y a un schéma. Le schéma, ça permet de décrire toutes les ressources et toutes les opérations de votre API. Et dans ces opérations, on va retrouver deux types majeurs trois types majeurs d'opérations. La partie query qui permet de faire de la lecture, mutation qui permet de faire de l'écriture, et subscription qui permet de faire tout ce qui est l'équivalent de WebSocket. Donc en gros, flux de données connecté client-serveur. Ensuite, il y a un type qui s'appelle un fragment. Donc ça va être un peu comme une vue. On va définir une liste de champs, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure et je vous montrerai ça. Et l'alias, c'est la même chose. Ça veut dire que le client peut définir comment il appelle les champs. Il peut les renommer. Parmi les choses à retenir sur GraphQL, quelque chose qui est un peu perturbant, il y a un seul endpoint. C'est un endpoint GraphQL, un seul. Et deuxième chose qui est un peu perturbante par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur du REST, c'est qu'on retourne un peu comme faisait SOAP, on n'a pas d'utilisation de verbes et de code HTTP. On va faire que du POST et on n'aura que du 200. Alors bien sûr, si le serveur ne répond pas... Et maintenant, on va passer à un petit bout de démo. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu le modèle de données. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement, je me suis basé sur l'application, sur le site Volcamp. J'ai fait un peu de scrapping et j'ai mis en place une mini modélisation, il n'y a pas tout, qui permet de se dire, voilà, on a un talk qui va être avec un ou plusieurs auteurs, un ou plusieurs tags, et on va avoir une session qui est liée à un talk, et cette session est dans une pièce et un type de conférence. Voilà. Tac, je change d'écran, vous voyez bien, c'est parfait, mais j'ai pas ma souris, c'est moins bien. Là, c'est bon, j'ai ma souris. Tout d'abord, dans cette application-là, j'ai fait le développement des endpoints REST de manière assez classique et de la partie GraphQL, ce qui permet de faire un peu la comparaison. Sur la partie REST, finalement, quand on veut faire un get récupérer par exemple la liste des auteurs, la majorité du temps, ça se passe comme ça. On va avoir notre verbe HTTP qui est là. J'ai pas besoin d'envoyer de body puisque je fais juste un get. Et je vais aller chercher ma ressource authors. Quand je fais ça, finalement, qu'est-ce qui va me retourner Il va me retourner des objets. Donc en gros, une page, il me dit j'ai 59 résultats, ma page elle fait 10 résultats, et je suis sur la page 0. Et ensuite, je vais me retrouver ma liste de tous mes éléments. Volontairement, j'ai résolu beaucoup de choses sur un talk. L'ensemble en fait. Quand je pars d'un talk, je vais avoir l'auteur, la salle, la session, tout. Je vais tout remonter d'un coup. C'est fait un peu exprès. Dans un cas réel, on ne ferait pas comme ça. On prendrait vraiment les données qui nous intéressent. Ensuite, quand on veut filtrer un petit peu sur une requête, la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on passe soit par un post, et du coup on commence déjà à tordre le modèle REST, puisqu'on commence à faire un post pour récupérer de la donnée, soit on passe par des query param, où par exemple on va utiliser, tout à l'heure je ne vous ai pas montré, mais dans le champ auteur, je vais récupérer les informations, donc prénom, nom, et je crois que c'est à peu près tout d'ailleurs. Et en fait, j'ai implémenté un petit truc où quand on récupère sur chaque champ qu'on retrouve dans notre entité, on peut filtrer dessus. Donc si je recherche un auteur dont le prénom est Samuel, eh bien il n'y a que moi. Donc je récupère toutes mes informations, mais ça me permet quand même, via un endpoint REST, de faire du filtrage. Vous vous rendez bien compte que si je voulais aller chercher le titre, ce serait compliqué de dire si je voulais filtrer sur le titre, je veux les auteurs dont le talk a un titre qui commence par Quarkus. Ça en reste, on va éviter de l'implémenter. Ensuite, comme on est resource based, en fait, on va retrouver toujours notre endpoint qui va bien, authors, et si on met l'UID de notre ressource, donc l'ID de la ressource, on n'accède que à cette ressource et on peut suivre les liens. C'est comme ça qu'on fait en REST la majorité du temps. Et pour la création, on va faire du post, on décrit notre entité, on poste ça, et ça marche. J'ai eu peur quand même. Normalement la démo, des fois ça marche pas trop quand même. Donc ça c'est pour la partie REST. Sur la partie GraphQL, hop,
Je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait du GraphQL, on a accès à un schéma. Dans cet outil-là qu'on utilise, il suffit de se mettre sur le mode de body en GraphQL, et à partir de là, mon schéma il est intégré. Donc je vois ma documentation ici, et je retrouve toutes mes queries. Donc toutes mes queries, ma query findAuthors par exemple, qui prend en entrée un input et qui décrit en gros la taille qu'il a besoin dans son, pour envoyer les données. Je vois si c'est des champs obligatoires ou pas. Par exemple ici, quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire que j'ai à décrire mon entité. Parce que si je fais un find de une entité, il y a des grandes chances qu'il y en ait plus d'une, donc ça paraît logique qu'on doive la décrire. Par contre, si je fais un find authors, ça veut dire que potentiellement je vais chercher une liste d'auteurs, et là potentiellement je ne vais pas filtrer. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, les différents types d'opérations qu'on peut réaliser, hop, on va commencer par faire une query, donc une query assez simple. Donc l'avantage d'avoir notre schéma, c'est qu'on a finalement l'autocomplétion qui est très facile à mettre en place, puisqu'on va juste avoir notre schéma et là-dedans il va être capable de nous résoudre tout ça. Je vais vous montrer. Donc une query, on lui donne un nom. Hop, si je vais essayer de taper comme il faut quand même, my first query. Hop, je lui donne pas de paramètres, on verra tout à l'heure, on peut lui donner des paramètres. Et là, il me propose en autocomplétion la liste des queries qui sont disponibles dans mon schéma. Je cherchais des auteurs, je vais aller chercher mon find authors. On a vu tout à l'heure, je ne suis pas obligé de lui donner des entrées, par contre je dois lui donner les sorties. C'est ce qu'il me demande. Il me dit oui, mais là j'ai besoin que tu me décrives qu'est-ce que tu as besoin en sortie. En GraphQL, on décrit la sortie en mettant du JSON directement comme ça, en autocomplétion toujours. Donc on va avoir un pageable, donc qui va avoir notre index de page, la taille de la page, le nombre total de résultats et le contenu. Si moi je vais chercher les auteurs et que au final j'ai besoin uniquement de leur prénom, je vais mettre prénom du coup, toc, de leur prénom et sur leur talk, j'ai besoin du titre. Je fais juste comme ça et c'est parti, il m'a renvoyé. Donc j'ai sélectionné exactement les champs dont j'avais besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en sortie, c'est du JSON. On a toujours cette partie data, je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure. On a cette partie data ou une partie erreur quand on a une erreur. On a le nom de l'opération qu'on a appelée. Et on a ensuite le contenu. Donc ça correspond en gros en JSON à mon pageable de authors. On a la possibilité de donner des alias. Par exemple, si je sais que ce que je recherche, c'est moi, je vais l'appeler me. Voilà, ça s'appelle plus findAuthors, ça s'appelle me. Si par exemple, moi dans mon objet, j'ai pas appelé ça un contenu, enfin le content, mais je l'ai appelé, j'en sais rien moi, page. Voilà, je lui mets un alias et on va retourner le nom que je lui ai demandé. Donc ça te permet de faire du binding avec des objets qu'on va avoir côté Angular facilement. L'autre chose à noter, c'est que là je fais une opération. Dans une query GraphQL, je peux faire deux opérations. Alors il faut que je mette un alias différent. Non, si, c'est ça, also me. Je vais faire un alias différent, mais finalement, en appelant, je vais retrouver quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que je demande. Ah si, pardon, j'ai pas filtré, j'ai rien dit. Ça a dû commencer par le filtre. Là, je vais retrouver deux réponses, me et also me. Donc j'ai fait mes deux appels, et à chaque fois, j'ai retrouvé mon pageable dedans. L'autre chose à noter, c'est la partie filtrage, variable, pardon, paramètre. On peut définir un paramètre, donc je vais lui dire que mon paramètre, il s'appelle author, donc $author, je définis un type, author input. Là, il me dit, oulala, tu l'utilises jamais ton truc. Ok, bah, je vais lui faire passer. Allez. Non. Author. $author. Il a vraiment pas envie de m'aider du tout là. Donc là, ça veut dire que je lui fais passer, je lui décris la manière dont je veux qu'il aille me filtrer les données. Ici, j'ai un autre petit bout de fenêtre qui est bien caché et qui permet de décrire mes variables. Donc je vais lui dire que ma variable s'appelle author. Et là, je suis parti. Je vais commencer à dire que je veux que son first name, ce soit Samuel. Parce qu'on a un petit côté mégalo. Et quand je fais ça, il va me mettre un système error et après il va être content. Ne me demandez pas pourquoi, j'étais sûr. Il fallait bien qu'il y en ait au moins un. Là, je vais avoir bien mon filtrage et donc je vais avoir la possibilité de renseigner
mes variables comme ça, et ce qui fait que quand je fais du front ou du client ou n'importe quoi, je peux avoir ma query qui est en dur, entre guillemets, et je vais juste lui faire passer ma variable. Donc dans les clients GraphQL, c'est très simple de mettre ça en place. L'autre chose qu'on peut noter, c'est que là, je fais 2 queries, potentiellement, bon là je remonte pas grand chose, mais je peux avoir envie de remonter beaucoup plus de choses que ça. Donc imaginons que j'ai 2 appels à faire, je vous ai déjà dit, j'aime pas trop quand c'est inutile. Donc je vais essayer de factoriser ça. Et en fait, pour factoriser ça, on a l'élément que je vous appelais tout à l'heure, un fragment. Tac, tac, tac. Un fragment, donc on lui donne un nom, myFragment, on va être original. On lui dit sur quelle entité il faut que ça pointe. Donc ça va pointer sur un auteur, très bien. Et à partir de là, je fais ma description. Donc qu'est-ce que je voulais? Moi je veux first name, talk, title. Tac. Là ça va être mon fragment. Et ensuite, quand je veux appeler mon contenu en sortie, je mets 3 petits points, j'appelle un fragment, je vais essayer, j'appelle un fragment, voilà. Ça correspond exactement à la même chose. Ok? Une application, par exemple, de faire plusieurs queries dans la même query. Alors par contre, quand on fait une query, on ne peut faire que des queries. On ne pourra pas enchaîner une query, une mutation dans la même chose. Et un exemple très concret d'utilisation de plusieurs queries, c'est que j'ai créé toutes les sessions des données que je vous ai montrées via une query GraphQL. En faisant du scrapping, en gros, j'ai directement mis ça et ça fait un seul appel. Voilà pour cette petite démo. Évitez de trop traîner pour ne pas me retrouver à la bourre. C'était pas ça que je voulais vous montrer, mais vous l'avez vu quand même. Donc si on revient un petit peu sur les deux approches REST GraphQL, là accrochez-vous, ce slide c'est le plus vénère de la presse. Accrochez-vous, là c'est le moment où il faut tenir. Sur REST, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'actuellement c'est un standard. C'est très utilisé, c'est connu par beaucoup de monde. C'est basé sur du HTTP. On va avoir un filtrage sur les endpoints qui est assez simple à mettre en place, puisque finalement si on a un point d'entrée, ça veut dire qu'on peut filtrer qui y a accès, on peut filtrer comment on l'appelle, très simplement, et on sait très bien qu'on peut interdire complètement l'accès à un endpoint. La gestion d'erreurs en HTTP, en REST, c'est facile parce qu'on est aligné sur les codes HTTP. Donc on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, nos différents codes. Et c'est assez simple de mettre en place un cache. Sur la partie inconvénient, bah déjà le fait qu'on aille chercher tout ou rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de mettre beaucoup de choses quand j'appelle mon endpoint, mais potentiellement je pourrais ne pas vouloir tout. Moi, si j'ai besoin juste du nom du bonhomme, je me coltine tout le truc pour rien. Si on veut chercher plusieurs ressources, ça veut dire qu'on fait plusieurs appels HTTP. Ça veut dire que le client doit gérer plusieurs appels HTTP. Et dernière chose aussi, je vous ai dit que j'aimais bien la nouveauté, et ben REST, c'est plus très nouveau maintenant. Donc moi, ça me plaît un petit peu moins, forcément, comme c'est un peu moins nouveau. Et aussi, un point à noter, c'est que l'évolution des API, souvent, ça passe par une duplication du endpoint complet. On va versionner directement dans les PAF. Côté GraphQL, son gros point fort, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut récupérer. Donc on ne fera pas d'over ou under fetching. Deuxième chose, c'est qu'on peut faire une seule query pour récupérer plusieurs ressources. Et on a une évolution d'API qui est plus simple, puisque finalement on peut versionner vraiment endpoint par endpoint, très simplement. Endpoint, pardon, query mutation, si je commence à dire query mutation par query mutation. On a notre schéma qui est exposé, donc d'un point de vue développeur, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de facilité à valider ce qu'on fait quand on va appeler ces API. Et le dernier point, c'est que c'est nouveau. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Dans les inconvénients ou les choses un peu plus perturbantes, le fait qu'on ne fasse que du post et que du 200. Quand on a une erreur, ça fait 200 OK. Ça veut dire, en tout cas, il faut aller parser le body, quoi. Autre chose, c'est qu'on a un seul endpoint, donc ça veut dire qu'on n'a pas de ségrégation. Ça veut dire que tout le monde a le droit d'appeler ce endpoint et qu'ensuite il faudra qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on a le droit de taper sur ce endpoint. Autre point très important, faire du cache, c'est très compliqué. Surtout d'un point de vue serveur. La majorité du temps, quand on veut faire du cache, on va faire du cache côté client. Et par contre, si on fait un breaking change, comme je vous le disais, on va pouvoir dupliquer le query, la mutation ou potentiellement le type si c'est nécessaire. Donc nous, on a décidé de partir sur du GraphQL. Je ne vous cache pas que normalement, il n'y avait pas trop de surprises. On est parti là-dessus parce qu'on a des données fortement liées. On a une liste de champs qui est très variable. Donc on se dit, on va tenter. Puis comme c'est nouveau, on a un peu envie d'essayer quand même. Donc ce use case qui semble bien se poser sur du GraphQL, il va falloir quand même définir quelque chose, quelques éléments. Notamment la partie côté serveur Java, qu'est-ce qu'on met comme techno, comme framework.
qu'est-ce qu'on met comme GraphQL Client côté Java, côté Angular, et aussi pour les autres API Consumer, comment ils vont faire pour nous appeler. Donc là, on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc déjà, la partie serveur, on s'est posé la question, il y a plusieurs plusieurs frameworks qui existent. Il y a la partie DGS, Domain Graph Service, qui a été développé par Netflix. C'était un projet interne jusqu'en 2019 et en 2020, il est open sourcé avec Spring Boot. Ensuite, on retrouve GraphQL Java, qui est une implémentation open source de GraphQL, mais qui globalement, c'est assez standalone. Hein. On prend la dépendance, c'est pas forcément intégré, j'aime un peu moins. On a la partie GraphQL Kotlin qui là est une extension de GraphQL Java et qui a été mis en place par Expedia Group. Donc voilà, ça permet justement d'intégrer un peu, de rajouter un peu de sucre syntaxique, enfin voilà, des trucs un peu plus sympas. Et on a un petit dernier qui est l'implémentation de SmallRye. Donc SmallRye, en fait, ça nécessite qu'on parle un petit peu de comment c'est né SmallRye. En fait, il y a MicroProfile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de MicroProfile, mais c'est une fondation qui a été créée en 2016, une communauté open source qui est rattachée à Eclipse et qui a pour objectif de concurrencer Java EE, donc Java Entreprise. Et leur leitmotiv, eh ben, c'est ce qui est marqué ici, que vous ne pourrez probablement pas lire, Optimizing Enterprise Java. Donc c'est faire du Java pour du microservice, ce qui n'est pas du tout le cas de J2E. Et en fait, donc ce qu'ils vont donner MicroProfile, ça va être des spécifications, et SmallRye fournit des implémentations. Et cette implémentation-là, elle a été intégrée en tant qu'extension dans Quarkus. Alors Quarkus, il y a déjà eu pas mal de talks et d'informations qui sont sorties, mais on va essayer d'en parler un petit peu, mais très vite. Donc déjà, Quarkus a été lancé en mars 2019, donc c'est tout récent. C'est nouveau, ça me plaît bien. C'est du développement open source qui a été porté par Red Hat, et il y a plusieurs points qu'on peut retenir et qui attirent l'attention quand on se renseigne un peu sur Quarkus. C'est la partie Developer First. Beaucoup d'outils qui sont mis à disposition et qui permettent de développer très rapidement et très facilement. En local, c'est vraiment super agréable à utiliser. Deuxième chose, ils l'ont même mis sur leur slide, c'est que ça a été pensé pour être Kubernetes native. Donc ça veut dire peu de mémoire consommée, éviter les spikes au démarrage, et aussi mettre en place tout ce qui est probe. Donc en gros, vérifier que notre microservice fonctionne bien, est-ce qu'il est prêt ou pas. Autre chose, c'est qu'il génère automatiquement des manifestes YAML par défaut. Donc en gros, il nous fait son déploiement tout seul. Alors c'est une base de travail, hein. En général c'est à retravailler, ça permet d'avoir une base et de faire un déploiement par défaut. Côté Quarkus, ils utilisent beaucoup de librairies standards, donc soit des spécifications standards MicroProfile, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit des librairies ou des frameworks qui sont utilisés et qui sont majoritaires sur le marché, comme Vertix par exemple, qui n'est pas vraiment une spécification, mais qui est clairement leader sur la programmation réactive. Donc ils fournissent des annotations classiques JPA, donc on n'est pas perdu. Quand on vient du J2E ou du Spring, on retrouve nos annotations sans trop de problèmes. On retrouve de l'injection via du CDI, conteneur dépendance injection, et dans ce cas-là, on va retrouver exactement comme J2E, mais c'est pas très différent de Spring, il n'y a rien de très complexe. Et toutes les API REST sont annotées avec du JAX-RS, par exemple. Donc on retrouve vraiment des choses très standards qu'on connaît déjà quand on fait du Spring. Autre chose qui est très important, c'est la partie multiparadigme, puisqu'on peut faire du développement impératif et réactif en parallèle. Ce qui permet de se dire, on va faire potentiellement du réactif sur les endpoints qu'il nécessite, parce que c'est quand même honnêtement plus simple de faire de l'impératif que de faire du réactif. Donc le fait de se dire, on peut le faire comme on veut et là où c'est nécessaire, c'est super important. Une autre chose, c'est la partie container first. Je vous le disais tout à l'heure sur la partie cube, Quarkus consomme très peu de mémoire et démarre rapidement. Et le dernier point qui est assez important et qui a été vraiment différenciant, même si je ne l'ai jamais réellement mis en place, c'est la partie compilation native. Donc via Quarkus, on peut faire du Java qui va créer un binaire, réellement, une application native. Je crois qu'il y a quelques contraintes quand même un peu pour faire ça, mais en théorie c'est fait. Et côté Quarkus, il y a quelque chose à vérifier, à expliquer, c'est que comment ils font pour consommer moins de mémoire, démarrer plus vite. En fait, c'est pas magique, hein, c'est pas juste du commerce. C'est que d'habitude, quand on regarde notre phase de build package startup, en classique, à la compilation, au build, on va faire compilation, optimisation JVM, enfin voilà, on va faire notre compilation. Ensuite, on package, donc on met tout ça dans un jar, un war, qui est l'équivalent d'un gros zip.
Et au runtime, première chose qu'on fait, on dézip. Dommage quand même d'avoir fait un zip pour dézipper juste après, ça a peu de sens. On redémarre 10 fois, on dézip 10 fois. Peu dommage. Ensuite, on va avoir le parsing de la configuration. On va avoir l'analyse du ClassPath, la génération du graphe d'injection. Et tout ça, c'est fait avec de la réflexion en plus, donc c'est assez lourd. On va avoir la partie feature toggle, activer, désactiver des features. Tout ça, ça va être fait au runtime. Quarkus, ils ont changé un peu de paradigme et ils se sont dit, on va faire un maximum de choses à la compilation. Donc tout ce qui est compilation, optimisation, JVM et compagnie, ça c'est fait de la même façon. Mais on va faire aussi le parsing de la configuration au build. On va faire l'analyse du ClassPath, on va faire les features toggle. Donc ça veut dire qu'on va activer, désactiver des features et qu'on va pouvoir enlever des classes ou des libs qui ne seront pas utilisés. Donc ça permet de gagner beaucoup de place et aussi on va pouvoir générer notre graphe d'injection, ce qui fait que quand on démarre, on a juste à lire ce graphe, on n'a pas à le générer. Donc on n'a pas besoin de faire de réflexion. Et donc en faisant ça, ça permet de générer beaucoup moins, d'utiliser beaucoup moins de RAM et d'éviter de faire tout ce qui est spike de CPU et de RAM. Donc ce qu'on a choisi, forcément niveau client, c'est la même chose, puisqu'on est parti aussi sur du Quarkus. Autant être cohérent entre le front et le back. Et sur la partie front, en fait, en faisant quelques recherches, on a vu qu'il y avait un leader qui était assez clair, c'est Apollo, qui fournit un client et un serveur web pour faire de l'Angular, du React, du Vue et compagnie, plein de choses comme ça, mais aussi de l'iOS et de l'Android. Et ils fournissent plein d'autres produits, comme Apollo Studio qui permet de faire de la gestion de schémas, ou Apollo Fédération qui est en gros un API Manager orienté GraphQL. Et là, normalement, vous vous dites on est à peu près bon, mais non, on a oublié aussi nos autres clients. Potentiellement, ils peuvent avoir envie de faire du REST. Et c'est possible de faire du REST avec GraphQL, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a au niveau de l'envoi, finalement, ce qui se passe, quand on faisait tout à l'heure, on va avoir trois champs: query, variable, operation name. Query, c'est les queries, ce qu'on avait tapé tout à l'heure. Variable, c'était le petit champ en dessous qui définit en gros qu'est-ce qui est variable dans ma query. Et operation name, parce que potentiellement, je peux avoir plusieurs opérations dans ma query. Et en retour, je vais avoir deux champs, data et errors. Data avec l'alias qu'on a défini et le contenu, et errors avec un message et tout un tas de champs. Donc je me retrouve sur mon architecture en faisant, comme je vous le disais, du GraphQL, on va faire du Quarkus, on va faire de l'Apollo, et potentiellement les API consumers ils pourront faire du REST ou utiliser un client GraphQL s'ils en ont. Malheureusement, il nous reste encore quelques petites inquiétudes, notamment concernant la sécurité, ce que je vous disais tout à l'heure. Comment on gère l'accès aux opérations? Comment on gère le périmètre d'action? Il va y avoir un problème aussi sur la gestion GraphQL. Comme je vous le disais tout à l'heure, en entrée, j'ai un objet. Comment je fais pour transformer cet objet en prédicat qui va être tapé dans ma base et qui vont faire que je vais remonter les objets qui vont bien? Ensuite, il y a la partie error management. C'est pas très standardisé. On sait qu'on aura un champ erreur, mais dedans, il peut y avoir plein de champs différents et il n'y a pas de vrai standard. Donc, il va falloir que nous, on se définisse qu'est-ce qu'on décide de faire. Et ensuite, une des grosses inquiétudes, c'est la partie qu'est-ce qu'on fait quand on a des queries qui sont récursives ou potentiellement des queries très lourdes. Rien ne m'empêche de faire une query qui match à l'entièreté de ma base. Et autant dire que j'ai pas trop envie qu'on me remonte toute ma base en une query. Et le dernier point sur lequel je passerai rapidement, c'est la partie liste et or. Par exemple, là je vous ai montré comment je pouvais décrire l'entité que je cherche. Si je veux chercher un prénom qui est Samuel ou qui est Toto, et bien dans ce cas, là j'ai besoin de faire passer une liste. Donc sur la partie sécurité, l'accès aux opérations, on a fait au plus simple. Ça nous suffisait d'un point de vue projet, donc on a utilisé le token JWT. On parse notre token, donc l'avantage c'est qu'on a besoin de garder aucune trace des utilisateurs dans la base, donc on est RGPD compliant. C'est très simple et c'est très rapide. Et finalement l'implémentation qu'on a faite, c'est qu'on a créé deux rôles qui va être read-only, read-write. C'est simple quand même. Et ensuite, la manière dont ça a été implémenté, soit nous on a fait avec une annotation et un intercepteur qui nous permet de choisir sur quel champ du token on va aller chercher nos informations. Si vous utilisez le champ roles du token, vous pouvez utiliser directement roles allowed qui est mis en place par une extension Quarkus. Sur la deuxième partie, c'est le périmètre d'action. Donc la théorie, c'est je dois lire mon objet et transformer ça en... non, pardon, je dis une bêtise. Il faut que j'ajoute en contrainte, en plus de ce que je reçois, ce à quoi j'ai vraiment accès. Donc en pratique, c'est vite très compliqué. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris un petit raccourci et on s'est dit qu'on allait
utiliser, toujours pareil, le token JWT. Ce token JWT, on va avoir des rôles qui vont nous permettre aussi de savoir sur quel type d'entité ils ont accès et quels sont les endpoints auxquels ils ont accès. C'est pas très joli, mais ça marche bien. Et c'est surtout très simple. Et en fait, juste en faisant un peu d'héritage derrière, avant d'exécuter la query, tous mes repositories, ils vont appeler cette méthode qui extrait du token et qui rajoute la contrainte du périmètre d'action. Sur la partie lien entre GraphQL et ORM, ça veut dire comment on convertit un objet en prédicat. Et ça, on s'est bien amusé là-dessus. On s'est bien amusé. On a utilisé QueryDSL. Je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de créer un métamodèle de notre modèle. Donc ça veut dire que sur nos entités, il va en fait me décrire mes entités comme un pass. Donc il va juste me dire, si je prends l'exemple d'un talk, mon talk il a un champ title. Et ça c'est du code, c'est de l'autocomplétion, c'est comme ça. J'ai pas besoin de mettre le nom du champ pour dire je décris ce champ. Et la deuxième chose, c'est qu'il permet de créer et d'appliquer des prédicats super faciles. J'ai oublié la fin du mot. Super facilement. Donc on a utilisé de l'héritage, du polymorphisme et des génériques. Mais tout ça, je pense que le plus simple, c'est que vous alliez voir le projet. Vous verrez, c'était rigolo quand même. Et ensuite, pour appliquer, on a fait la construction de la requête avec QueryDSL et l'exécution avec Panache, qui est donc l'ORM que fournit Quarkus. Et c'est en gros un Hibernate-like. Light. Pardon. Plus concrètement, à quoi ça ressemble notre générique? On a mis en place la notion de Finder, qui va en fait appliquer les filtres. Donc on va itérer sur les propriétés, donc chaque finder va itérer sur ses propriétés, et on va créer des clauses. Une clause, ça va être, comme je vous le disais, par exemple talk.title, et je vais lui donner un objet qui va être appliqué dessus. Et si on regarde en dessous, qu'est-ce qui se passe dans la partie générique, il va vérifier est-ce que ma valeur, elle est nulle ou pas. Si elle est nulle, j'ignore. Si elle n'est pas nulle, je vais ajouter mon prédicat. Mon chemin contient la valeur. Comme je sais que c'est un string path parce que mon talk.title il a été typé fortement, je sais déjà quel type d'opération je peux faire dessus. Donc dès la compilation, je sais si ça va marcher ou pas. Encore une fois, je vous invite à aller voir sur le GitHub si vous voulez voir un peu plus en détail. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Sur la partie error management, comme je le disais, on a beaucoup de champs différents dans GraphQL. Et on a fait le choix de se rapprocher le plus de REST. Donc on va utiliser deux champs. Un champ code et un champ message. Notre code, il va correspondre à un code HTTP et le champ message, il va correspondre à notre message d'erreur. On peut, dans GraphQL, en tout cas l'implémentation de Quarkus, définir quel sera le code en cas de non-validation de notre query. La query, quand elle arrive côté serveur, elle est déjà prévalidée. Ça, on n'a pas la main dessus. Mais on peut lui dire qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. Donc je peux lui dire, dans ce cas-là, tu me renvoies un 400 bad query format. Quand j'ai une erreur qui est non catchée, je peux lui dire, tu me renvoies un 500 server error. Et ensuite, on a la possibilité de mapper un business code, c'est comme ça qu'ils l'appellent, sur les exceptions. Et donc, on peut se retrouver avec des codes HTTP et des messages d'erreur qui correspondent à ce que nous, on a envie de traiter côté Java. Concernant le point sur la récursivité et les requêtes trop lourdes, eh ben en fait, c'est assez facile à utiliser. On a 3 paramètres qui nous permettent de super facilement répondre à cette problématique-là. C'est la profondeur maximum dans notre graphe. Quand on fait une query, on peut lui donner un nombre maximum en profondeur. On peut lui donner un nombre maximum de champs à remonter. Et on peut lui donner une taille de payload maximum. Donc finalement, moi je ne suis pas trop embêté. Je sais que je ne vais pas avoir des trop grosses requêtes. Sur la partie list et or, là je ne vous cache pas que on a bien galéré. On a bien galéré, on n'a pas trouvé de tour de magie qui nous permette de nous en sortir. Donc on a été obligé de dupliquer chaque champ du modèle en liste. Donc si j'ai mon first name, je vais avoir une liste de first name que je vais mettre transient, donc qui ne sera pas persisté dans la base de données. Et on va utiliser la notation @ignore qui nous permettent de jouer sur la visibilité du champ. Si on met la notation @ignore sur le champ, il sera invisible à la query et au retour. Si je le mets sur le getter, il sera impossible à récupérer en sortie. Donc je ne l'aurai qu'en entrée. Et inversement, si je le mets sur le setter, il sera impossible à envoyer en entrée, il pourrait être que en sortie. Donc ça, c'était la manière dont on l'a traité. Je ne suis pas très fier de ça, mais on n'a pas trouvé mieux. Et ensuite, pour certains cas d'usage, on avait notamment une barre de recherche qui nécessite de taper sur plusieurs champs. Là, on a fait du code spécifique. On est passé par une query qui sert juste ça. Donc on est sorti du modèle générique. Je pense qu'il faut savoir le faire un peu aussi.
Voilà, donc on arrive sur la fin de cette présentation et je vais juste avoir en conclusion qu'est-ce qui s'est bien passé. Alors déjà, ce qui s'est bien passé, c'est l'utilisation de Quarkus. C'était super agréable d'avoir du live reload. Donc en gros, dès qu'il y a un changement, je fais mon appel, poum, mon appli elle redémarre toute seule en quelques secondes. Quelques secondes, genre une seconde, pas quelques secondes, genre 30. On a une partie dev UI qui permet de savoir exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dans notre classe pass, comment ça a été chargé, comment ça a été résolu. Donc ça c'est très pratique. On a une documentation qui est assez complète et une intégration avec Cube qui est honnêtement très bonne. Donc on a vraiment toutes les extensions qui nous permettent de faire du Cube très facilement. Concernant GraphQL, ça a été assez agréable, plutôt une bonne surprise. On a réussi à faire évoluer sans trop galérer. Alors après, on a évolué beaucoup au départ avec peu de clients. Et au fur et à mesure que les clients arrivent, on va avoir des évolutions qui seront sûrement plus complexes, mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Et ça permet aussi de faire de la génération de code. Donc c'est très utile. D'un point de vue front, je vous ai montré peu de choses. Parce qu'en fait, côté front, c'est assez simple. On va juste avoir le design de notre query à mettre en place. On colle la query dans Angular. Lui, il va gérer son appel. Et voilà, c'est fait. Et surtout, le gros avantage, c'est que le front est très indépendant du back, puisqu'on a une approche super générique. Donc en fait, il peut aller chercher vraiment tout ce qu'il a besoin en une query. Donc ça, c'est cool parce que c'est assez rapide. Il n'y a pas du tout besoin de faire d'évolution côté back-end pour se dire ah j'ai besoin de récupérer ce champ en plus pour cette query, c'est dommage. Donc ça permet de gagner du temps. Et encore une fois, la flexibilité, puisque en faisant cette partie back-end très générique, ça va vite de rajouter une entité. C'est simple de le mettre côté front et de récupérer plus ou moins de champs côté front. Donc ça nous fait gagner du temps. Et on est flexible pour différents types de clients. Puisque en fonction de si on appelle sur une appli mobile, si on fait de la synchronisation avec d'autres référentiels ou caches référentiels qui vont devoir tout récupérer ou récupérer un champ, c'est quand même pas mal d'être un peu flexible. Sur ce qui a été un peu plus compliqué, notamment sur Quarkus, c'est que Quarkus est assez récent. Et donc il évolue très vite. Et quand on fait du build, c'est pas très grave parce qu'on release souvent, on peut faire des mises à jour très régulières. Une fois qu'on est parti en run, ça oblige à suivre un rythme de release assez important. Alors après, c'est plutôt dans les bonnes pratiques, mais quand même, faut pas oublier de le faire parce que ça veut dire qu'il y a souvent des évolutions, pas trop de breaking change, mais il y en a quand même. Un autre point qui a été assez perturbant, c'est que d'un point de vue code, je ne vois pas du tout ce que le client demande comme champ en sortie. C'est fait par Quarkus. C'est lui qui doit avoir un entity manager et qui va résoudre mes champs. Et il y a des moments où il n'est pas très malin. Clairement, il y a des moments où j'aurais préféré savoir exactement quels sont les champs que je demande en entrée pour les mettre dans ma query SQL et qu'elle me remonte exactement ce que je veux. Donc ça a été un point où on a eu quelques surprises. L'autre partie un peu complexe, c'est que on n'a pas de cache, donc ça veut dire que potentiellement on va avoir beaucoup d'IO, beaucoup d'utilisation. On peut toujours scaler, on est sur Cube, hein, mais on va avoir beaucoup d'IO et finalement on va devoir toujours aller jusqu'à la base, tout le temps. Et l'autre point, le dernier, c'est la partie test. Le fait d'être exhaustif sur les tests, c'est pas possible. Puisque c'est très dur de savoir quels sont de tester vraiment les queries, les mutations en entier, puisque potentiellement on peut ramener des tonnes de choses, quoi. Donc ça veut dire qu'on va essayer de tester les cas nominaux et on n'est pas à l'abri de passer sur d'oublier un cas ou quelque chose comme ça. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai remis le lien en bas, j'ai pas mis de QR code, comme ça vous galérerez bien à le retaper. Si jamais vous voulez, ce soir à 18h, Soprasteria organise un petit pot. C'est au bistrot à table, c'est juste en face. Donc n'hésitez pas à passer nous voir et discuter avec l'équipe. Et puis à 17h, on fait le tirage au sort de notre jeu concours pour gagner 2 places pour l'ASM. Donc vous avez jusqu'à 17h, n'hésitez pas à passer sur le stand Sopra qui est juste en dessous. Et maintenant, je suis prêt pour vos questions, si vous en avez. Oui. Alors la question c'est si j'ai un seul endpoint, comment je fais pour faire du monitoring. Pour faire du monitoring, en fait, je vais avoir du monitoring qui est intégré dans une extension. Donc nous, ce qu'on fait comme monitoring, c'est simplement, il va aller me loguer mes différentes traces. Donc ça me permet de savoir qu'est-ce qui est appelé, qu'est-ce qui n'est pas appelé. Donc lui, via une extension dans Quarkus, donc c'est un peu détourné, mais on est d'accord, oui. C'est l'un des inconvénients avec GraphQL et avoir un seul endpoint. Autre question? Oui.
Alors la question c'est, on peut limiter la taille du payload, mais qu'est-ce qui se passe si on demande un payload trop grand? On se prend une erreur. Il va pas la résoudre. Il va pas la résoudre, il va faire de la même façon que si tu lui passes une query qui est pas valide, il va te dire c'est pas valide, ta payload dépasse ce truc-là. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait de la pagination aussi. Et que s'il me demande une page de 10 000, je sais déjà que je vais dire non. Parfait. Parfait, merci beaucoup.